Et notre invité politique ce matin... Ça a commencé. Merci Francis Muller, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Bonjour Marine Touzelier. Il ne voulait pas partir, il s'est avec vous. Mais vous l'avez très bien fait. Merci d'être notre invité, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale. Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour. Stéphane de Ouest France, merci également d'être avec nous. On va parler de la feuille de route de la transition écologique. On imagine que vous l'attendiez avec impatience, Marine Touzelier. Vous l'avez eu hier soir, Emmanuel Macron l'a dévoilé. On va revenir dans les détails. Mais d'abord, est-ce qu'il vous a convaincu, le chef de l'État, hier soir ? Je vais vous décevoir parce que tout le monde me pose cette question en disant c'est bon, vous êtes contents maintenant les écolos. Et c'est vrai que j'aurais adoré pouvoir venir ce matin me réjouir en me disant c'est bon, tout est sous la bonne voie et tout est sous contrôle. Malheureusement, ça n'est pas le cas. J'ai été la première à dire que l'exercice de planification était extrêmement intéressant parce que le constat qui est posé par ce document est assez lucide, inédit et c'était un bon exercice. Mais quand on voit tous les constats qui sont posés, par exemple, on nous dit qu'il y a 20 à 30 000 hectares qui sont artificialisés par an en France. C'est 2 à 3 fois la surface de Paris tous les ans qui sont artificialisés en France. Quand on nous dit qu'il y a 60% des oiseaux des champs d'Europe qui ont disparu en 40 ans, quand on nous dit qu'il y a 85 communes qui n'avaient plus d'eau au robinet cet été, on attend un plan d'ampleur. Et quand on entend les annonces d'Emmanuel Macron dimanche soir et puis lundi, forcément on est déçu. Je vous donne 2 exemples. Le premier, c'est les centrales à charbon. En 2017, Emmanuel Macron, candidat, dit en 2022, il n'y aura plus de centrales à charbon dans ce pays. Bon, là, on est en 2023, donc on regarde le bilan, elles sont encore là. Et il nous dit, il prend la même phrase, c'est l'économie circulaire, vous savez, le recyclage, il prend la même phrase, il change les dates. Il dit, nous sommes en 2023, en 2027, il n'y aura plus de centrales à charbon. Mais comment on le croit quand c'est exactement la même phrase ? Il dit qu'elles seront converties en biomasse. C'est pas une bonne idée. Mais il avait dit la même chose en 2017 en disant je m'y engage, en 2022 il n'y aura plus de centrales à charbon. Donc vous n'y croyez pas. En 2023 elles sont encore là. Le glyphosate c'est encore plus saisissant parce que là il régresse sur l'objectif. En 2017, là il est président de la République. Et il fait, vous savez, c'était au moment où c'était Greta Thunberg de la scène internationale, il avait il mis le hashtag Make Our Planet Great Again et il dit le glyphosate, je m'y engage. Dans 3 ans, la France en sera sortie. Et donc là, tous les journalistes disaient, alors les écolos, vous êtes calmés, vous ne servez plus à rien, l'écologie c'est Macron, etc. Il avait dit, on sera sorti donc en 2020 du glyphosate. On est en 2023, on n'en est pas sorti du tout. Et là, dans le plan, c'est écrit, non mais mesure d'ampleur, on va baisser la dépendance au glyphosate de 30%. Franchement... Mais parce qu'il n'y a pas de solution pour les agriculteurs. Et il a dit aussi, Emmanuel Macron, il ne veut pas faire une écologie contre les agriculteurs. Donc il les avait en 2017 et il ne les a pas en 2023. Bon, c'est un peu compliqué quand on est président de la République. Et la question n'est pas de faire de l'écologie pour ou contre les agriculteurs. Vous pensez que moi, je me lève le matin en disant aujourd'hui, je vais faire de l'écologie contre les agriculteurs. La question, c'est de leur dire aussi la vérité. Et si vraiment on veut aider l'agriculture, moi je pose des mesures qui sont très écologiques sur la table. Par exemple, la fin, la suspension des projets de fermes-usines. Parce que les fermes-usines, ce ne sont pas des fermes, ce sont des usines. Quand vous offrez une ferme à vos enfants, à vos neveux et nièces à Noël, vous offrez pas un truc de 26 étages avec des porcs à tous les étages, pas de fenêtres et des animaux qui peuvent pas bouger. Vous offrez une petite ferme, la prairie, etc. C'est ça la vision de l'élevage qu'on a en France. Et aujourd'hui, 60% de la viande dans notre pays est produite par 3% des exploitants. Dans des fermes qui sont un désastre pour l'écologie, un désastre pour le bien-être animal et un désastre, il faut le dire, pour le bien-être paysan. Donc en résumé, vous lui dites c'est bien, mais peut mieux faire, c'est ça la note que vous mettez. Il a passé sa soirée à dire écologie au service de l'économie, économie. Mais l'écologie française. Oui, mais l'écologie, à la fin, c'est pas pour l'économie, c'est pour les gens. En fait, c'est pour le vivant. Et les gens ne sont pas dans son plan. Moi, je voulais qu'il explique aux Français ce qui allait changer dans leur vie. J'ai pas compris ça. Alors ça viendra peut-être après, mais vous dites que l'exercice de planification est extrêmement intéressant, le constat est lucide. Mais par contre, sur les méthodes ou les propositions, est-ce que vous vous attendiez à quelque chose, à une rupture? C'est ça qui vous manque aujourd'hui dans cette démarche? Parce que planification, c'est bien, les réunions, la communication, mais il faut de l'action. Et comment vous faites une planification écolo sans ne supprimer aucun grand projet autoroutier, sans ne supprimer aucun projet de méga-bassine, sans ne supprimer aucun projet de ferme-usine? Ça marche pas. Et surtout, ce qu'il faut dire aux gens, puisqu'on est là pour leur dire la vérité, c'est que tous ces projets, ça coûte énormément d'argent public. Énormément d'argent public pour des projets anachroniques, obsolètes, dégradants pour l'humain, pour le vivant. Et donc, si on économise cet argent public, si d'un autre côté, et il n'en a pas du tout parlé, on met en place un ISF climatique, un impôt sur les grandes fortunes, ça, on est pour depuis bien longtemps chez les écolos, mais ciblé sur le climat. C'est-à-dire qu'on taxe plus celles et ceux qui vivent de projets climaticides, et cet argent est réattribué à des politiques écologiques. Alors, on dégage beaucoup de marges financières. Et avec ces marges financières, on peut faire un truc très simple,
plus de bonheur pour les gens, faire en sorte qu'ils vivent mieux, qu'ils mangent mieux, qu'ils se déplacent mieux, qu'ils aient accès à des transports en commun de qualité, qu'ils respirent un meilleur air. Marine Tondelier, avec quand même très simple comme projet. Avec ce qui a été proposé ces 2 jours, l'objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 sera tenu par la France. Là aussi, je suis inquiète parce qu'il dit c'est bon, on a baissé les 5 dernières années de 2% par an les émissions de CO2, comme si c'était la pensée magique grâce à lui, donc on continue, c'est bon. La réalité, c'est que... Il faut aller plus vite quand même. Non, mais vous étiez là les 3 dernières années comme moi. Il y a eu le Covid. Toute l'activité économique a été ralentie. On ne va pas refaire un Covid tous les ans pour tenir nos objectifs CO2. Il y a eu la crise énergétique et donc des Françaises et des Français qui se sont privés d'accès à l'énergie, qui ont réduit leur température dans le domicile, etc. Des entreprises qui ont été aussi extrêmement contraintes. Et puis, il y a eu aussi un hiver particulièrement doux. Bon, ça c'est plus amené à se reproduire quand même. Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas se dire que comme il y a eu ces événements, bon, c'est bon, tout se passe bien et on continue. Donc ça ne sera pas tenu pour vous. Vous êtes très pessimiste sur la tenue de cet objectif. Je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, donc moi j'ai envie d'y croire. Mais je me rends bien compte que des politiques écologistes qui ne sont pas mises en œuvre par des écolos, ça ne peut pas marcher. Et vous voyez, dans ce plan, par exemple, puisque j'ai dit que le constat était lucide, on nous dit 12% des émissions de CO2 du pays, 12% de toutes les émissions de la France sont liées à la viande, à l'élevage ou à la consommation de viande. Du coup, on se dit dans le plan, on va retrouver des mesures super. Eh bien, il n'y a sur ce sujet, tenez-vous bien, rien. Et donc, c'est un peu déstabilisant et déconcertant. Et on voit bien que c'est des mesures qui sont courageuses, qui sont nécessaires. Et en fait, on ne peut pas transformer le climat et un pays sur le plan écologique sans ne rien faire sur l'agriculture. Et donc, on a un problème dans ce pays aussi du poids des politiques écolos par rapport à d'autres politiques. Et sur le plan agricole, c'est manifeste. Moi, de toute façon, je vois mal Marc Fesneau, vu au service de qui il est, pas des éleveurs, et des agriculteurs et des petits paysans, mais d'un syndicat majoritaire qui est la FNSEA, qui est quasiment en cogestion aujourd'hui du ministère de l'Agriculture. Mais parce que l'écologie, ça demande d'aller contre les lobbies. Ça demande de ne pas faire une politique qui soit forte avec les faibles et faible avec les forts. Et ce gouvernement, c'est un peu sa spécialité de faire ça. Et donc on voit à la fin que les aides agricoles, par exemple, vont continuer d'aller au plus gros, à l'agriculture intensive, qui est destructeur du vivant, de l'environnement et aussi des petits paysans. Et que tant qu'on ne veut pas changer ça... biologique aussi. On verra, parce que c'est pas ce qui se passe depuis 6 ans. Le bio est en crise, vous le savez. Les aides ont été réattribuées, il n'y a plus d'aide. Il y a une aide quand vous vous convertissez au bio, il n'y a plus d'aide au maintien du bio. Alors que les agriculteurs bio qui font l'effort de faire ça, ils rendent un service écologique toute l'année. Et on devrait les rétribuer de ça. C'est plus le cas. On va parler des carburants, Stéphane, du chèque d'Emmanuel Macron. Mais oui, le chèque de 100 € pour aider les Français, les travailleurs les plus modestes qui ont besoin de rouler, les gros rouleurs. Est-ce que c'est une mesure que vous soutenez ? Je fais une petite incise sur le carburant, parce que le carburant, c'est la voiture. Et j'ai entendu dimanche soir, évidemment, j'ai entendu dimanche soir que Emmanuel Macron disait « j'aime la bagnole ». Bon, il y a 15 jours, il avait dit qu'il aimait l'avion, donc il aime aussi les pesticides, les jets privés, les méga-bassines et le pétrole, puisqu'il a quand même remis la Légion d'honneur qu'on devrait plutôt remettre aux infirmières, aux pompiers et aux profs. Lui, il a remise à Pouyanné, le PDG de Total Energy. Bon, on a compris. Mais c'est bien... Vous n'aimez pas la bagnole, vous ? Non, mais on en a besoin, en fait, de la voiture dans plein d'endroits en France, dont là où j'habite. Mais je ne vais pas à la télé dire « j'aime la bagnole ». Il avait déjà dit, quand il était candidat, qu'il aimait les gros moteurs et accélérer à fond pour tester les moteurs. OK, on a compris, c'est super, on est content. Mais là, nous, on est là pour faire de l'écologie. Sur le carburant, il a annoncé il y a une semaine qu'ils allaient faire, vous savez, autoriser les ventes à perte en station. Les écologistes ont été les premiers à dire « ça ne marchera pas, c'est au service de la grande distribution, des grands hypermarchés, ça va faire couler les petites stations, il faut des chèques ciblés ». Bon, on avait une semaine d'avance sur lui, puisque là, tout d'un coup... Vous avez entendu ? Oui, mais c'est quand même spécial quand on est un gouvernement d'annoncer des trucs et de dire une semaine après, alors on a écouté, ouais, en fait, c'est vrai, c'était pas possible. Donc vous êtes contente du chèque ? J'espère qu'il ne va pas changer d'avis sur les trucs écolos qu'il a annoncé la semaine prochaine, du coup, parce que ça crée un peu d'inconstance dans ce pays. Et sur le chèque, je ne pense pas que 100 € ça suffise pour plein de Français. 100 € par an, calculer ce que ça fait en nombre de pleins, ça fait quand même pas beaucoup. En même temps, est-ce que c'est judicieux de financer des énergies fossiles ? Parce que c'est ça, avec de l'argent public. Vous savez, on est dans un pays qui, il y a une urgence sociale, mais en même temps, ça va à l'encontre de ce que vous prenez. Évidemment, et en tant qu'écologiste, je serai la première à vous le dire. On est dans un pays qui, depuis des décennies, a organisé la dépendance au pétrole. Et donc,
Quand tout d'un coup vous dites sevrage, on arrête, les gens ne peuvent pas faire autrement. Il y a des endroits où ils peuvent. Il y a des salaires qui peuvent se permettre de payer l'essence au prix où elle est actuellement et d'autres non. Et donc ce que doit faire la politique publique, c'est pas dire l'essence va être moins chère pour tout le monde, continuer, il n'y a pas de problème. Parce que la géopolitique mondiale, l'épuisement des ressources en pétrole qui est mécanique et géologique, fait que de toute manière les prix vont augmenter. Mais quand vous habitez par exemple dans des territoires comme le mien, où on vous parle d'un RER, je sais pas quoi, depuis 10 ans, et qu'on vous dit non mais là on a un nouveau plan et tout, Macron a fait un contrat de plan État-région, peut-être qu'en 2040 vous aurez un RER pour aller à Lille. Bon ok, mais il reste 700 millions pour 13 RER métropolitains. Ok, pour 2040, parce que ça fait des années que les petites lignes de TER sont pas entretenues parce que c'est le tout TGV, et donc plein de Françaises et de Français comme moi se retrouvent parfois obligés de prendre la voiture parce que les alternatives n'existent pas. Et donc ces chèques, il faut les cibler sur deux populations, celles et ceux qui n'ont pas d'alternative pour aller travailler, et celles et ceux qui en ont le moins les moyens. Et donc je préfère qu'on donne pas à tout le monde, mais plus à celles et ceux qui en ont vraiment besoin. C'est ça la justice environnementale, c'est ça la justice sociale, et souvent les deux sont indissociablement liés. Stéphane. Vous disiez tout à l'heure qu'il y aura besoin d'énormément d'argent public pour financer tout ça. C'est la semaine où on commence à étudier les textes budgétaires au Parlement. Les objectifs fixés, l'État va consacrer 40 milliards d'euros l'an prochain aux questions de transition écologique. Est-ce que c'est suffisant pour vous ? Alors les milliards, moi j'en entends tout le temps partout, j'aimerais bien voir où ils sont à la fin. Vous savez, c'est comme Aurore Berger qui, la semaine dernière, dit 20 milliards pour le plan pauvreté. Ok. On ne sait pas pourquoi faire, on ne sait pas si c'est pour des nouveaux dispositifs, si elle compte des choses qui existaient déjà, parce que ce gouvernement a quand même le don, et là c'est du recyclage, on sait très bien, pour annoncer la même chose toutes les semaines. Alors il y a 7 milliards de plus que l'année dernière pour la transition donc déjà, vous dites 40 milliards, 40 milliards au total, mais c'est 7 en plus. C'est-à-dire qu'il nous compte 33 qui étaient déjà tous les ans c'est 33 sur la plus 7 en plus. 7, ça fait 40. Et donc les plus 7... on a besoin de savoir où ils sont, si c'est des crédits de paiement ou des autorisations d'engagement, c'est-à-dire si c'est de l'argent qui sera vraiment dépensé cette année et au service de qui. Parce que moi, parfois, je vois des dépenses dites environnementales. Si c'est pour faire des EPR, par exemple, ça va coûter même plus que 7 milliards. Mais je ne suis pas sûre que ça change vraiment le quotidien des Français et que ce soit ça sur lequel on a envie que ça aille en priorité. Donc vous voyez, le sujet n'est pas le nombre de milliards, évidemment que ça compte, mais c'est pourquoi faire. Et ce que demandent les écologistes, c'est une loi en fait, de programmation de finances sur les questions de transition écologique. Qu'on puisse très régulièrement aller voir par rapport aux objectifs sur ce sujet précis, ce qui est fait, comment ça évolue, qu'il y ait une vraie transparence. On le fait sur plein d'autres questions dans ce pays, on devrait le faire sur la transition écologique. Sur le budget, Stéphane. Les écologistes voteront les textes budgétaires cette année ? Pas du tout. Quelle sera la position du parti ? Franchement, ça va être compliqué parce que vous voyez bien, moi j'ai rencontré avec Cyrielle Châtelain, qui est présidente de notre groupe Elisabeth Borne, la semaine dernière. Et quand on lui parle, par exemple, des niches dans le projet de loi de finances, des endroits où en fait on fait des avantages fiscaux pour des choses qui sont anti-écolo totalement. Pour l'avion, par exemple, pour le kérosène des avions. Il y a plein de sujets comme ça où, quand même, chaque année, l'État finance des dispositifs fiscaux avantageux pour des trucs qui sont climaticides, qui tuent le vivant. Et donc, nous, on met sur la table la disparition de ces niches. Et ça ne semble pas d'actualité. Et donc, tant que sur des principes de base comme ça, on ne verra pas les choses avancer, c'est extrêmement difficile de faire confiance sur le plan environnemental. Un dernier mot là-dessus, parce qu'Emmanuel Macron, dimanche soir, a pointé les maires qui augmentent la taxe foncière. Oui, j'étais pas contente. Il y a des maires écologistes parmi ces maires. Que lui dites-vous, Emmanuel Macron ? J'ai vraiment été extrêment choquée par sa charge contre les maires, parce qu'en plus, on sentait bien, vous savez, la stratégie d'évitement, c'est-à-dire qu'on lui pose une question sur l'impôt, et il ne sait pas trop répondre, donc il dit non, mais la taxe foncière augmente, mais moi je vais le dire, c'est pas de la faute de l'État. Allez voir vos maires, c'est eux qui augmentent la taxe foncière. C'est extrêmement choquant pour 3 points. Le premier, c'est qu'il ment. Il dit c'est pas du tout l'État, c'est que les maires. Mais vous voyez bien que les bases sur lesquelles sont assises cette imposition, cette taxe foncière, ont augmenté de 7% dans un projet de loi de finances. Ça, c'est l'État. Ça, c'est l'État. Donc, il ment. Deuxièmement, ce qu'il oublie de dire, là, c'est un mensonge par omission, c'est que la dotation globale de l'État qui est donnée aux collectivités a baissé de 50% en 10 ans. Bon, c'était pas que lui. Là, ça va faire 2 années de suite qu'elle augmente. C'était pas que lui, mais il se trouve qu'il était quand même secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'économie. Et donc, évidemment que les communes, quand elles n'ont plus la dotation globale de l'État, elles doivent, pour certaines, étrangler financièrement, et avec de plus en plus de demandes de leurs concitoyens, augmenter la dotation. Mais il augmente. Il a augmenté dans le budget de l'année dernière, elle sera augmentée dans le budget de cette année. Très récemment, mais les décisions ont été prises par les collectivités. Et puis, troisièmement, il met en première ligne de la colère des Français les maires
dont on sait, premièrement, que c'est lui qui avait dit qu'ils sont à portée de baffe, et deuxièmement, qu'il y a de plus en plus d'agressions, d'incivilités, de menaces contre les élus locaux, sur lesquels ils ont été d'une impuissance et d'une inaction qui est coupable, d'une grande lâcheté politique. Ils les ont laissés en première ligne. Et donc, plutôt que de s'excuser en disant on va mieux vous aider, ils le repoussent devant, au bord de la falaise, en disant allez-y, on va regarder si vous savez nager. J'ai trouvé ça vraiment très inélégant et quasiment irresponsable. On va parler des sénatoriales qui ont eu lieu dimanche. Le groupe écologiste va progresser. Est-ce que ce matin, vous savez combien vous aurez de sénateurs précisément dans votre groupe écologiste ? Alors, notre groupe se réunit pour la première fois ce midi. Je suis extrêmement fière de ce que nous avons fait parce que les gens disent c'est normal, les écolos, ils ont plus de maires, donc ils vont avoir plus de sénateurs. Mais les départements qui étaient renouvelés cette année, à part l'Indre-et-Loire, c'est pas du tout les départements où nous avons les grandes villes écologistes, parce que le Sénat est renouvelé par moitié. Donc, le fait qu'on augmente notre groupe de quelques sénateurs, en fait, c'est un exploit dans cette séquence. Et regardez... dans les autres groupes du Sénat, c'est quand même le cas de très peu de groupes d'augmenter autant. Et surtout, nous allons féminiser. Je ne peux pas vous dire ce que le dépôt des groupes, c'est le 3 octobre. Nous sommes encore en discussion. Mais vous visez combien ? Vous espérez combien ? Je pense entre 15 et 17. Entre 15 et 17, sachant que nous étions 12. Et donc, évidemment, les nouveaux élus Europe Écologie Les Verts seront dans ce groupe. Et puis, nous avons des discussions avec des compagnons de route dans certains départements avec qui nous travaillons depuis longtemps et que nous avons Comme l'indépendantiste en Nouvelle-Calédonie, par exemple, vous espérez qu'il va rejoindre votre groupe ? Je pense que ce serait souhaitable parce qu'on a déjà dans notre groupe un collègue corse qui est comme le collègue de Nouvelle-Calédonie chez Régions et Peuples Solidaires, un parti avec lequel nous travaillons depuis plus de 20 ans au Parlement européen et on a toujours travaillé très bien avec les régionalistes. Donc ce serait logique. Après, c'est à lui de prendre sa décision. Et je pense qu'à l'heure qu'il est, il est encore en Nouvelle-Calédonie. Donc on va lui laisser le temps d'arriver. Mais vous voyez, moi surtout ce dont je suis fière, c'est qu'on fait rentrer au Sénat Mathilde Olivier, 29 ans, qui va être la Benjamine du Sénat et pouvoir diversifier, rajeunir, féminiser le Sénat. Moi qui ai travaillé quelques années, il y a un peu de temps maintenant, ça me fait plaisir parce que je vois bien que ce groupe écologiste au Sénat, il est singulier. Il est singulier, ils étaient 3% seulement des effectifs du Sénat. Ils ont fait adopter 10% des amendements de la précédente mandature. Donc oui, ça rend fier et je me dis qu'avec quelques membres de plus dans ce groupe, on va faire encore mieux. Il y a un autre groupe qui a enregistré des bons résultats ou des résultats qui n'étaient pas évidents au départ. Ce sont les communistes. Est-ce que vous allez vous chamailler pour grappiller un poste à droite, à gauche Vous me connaissez mal parce que je ne me chamaille jamais avec les partenaires. Et notamment, dans notre région, c'est Katia Poursopoli qui a été élue dans le Pas-de-Calais, avec qui je travaille depuis très longtemps. C'est la présidente de la mission bassin minier. On se connaît très bien, on travaille depuis très longtemps ensemble, donc je ne me chamaille pas avec les communistes. Mais vous aurez... Ni avec les socialistes, ni avec les mes ennemis sont à droite et à l'extrême droite. Vous pouvez avoir plus de sénateurs qu'eux à l'arrivée ou pas ? Ça va se jouer. C'est pas un concours, très sincèrement. C'est pas un concours ? On va y venir à vos amis, mais d'abord un mot de votre région, de votre département, puisque dans les Hauts-de-France, il y a 2 sénateurs du Rassemblement national qui vont faire leur entrée sur les 3 que va compter la Haute Assemblée, dont Christopher Jurek, que vous connaissez bien puisqu'il est élu comme vous d'Hénin-Beaumont. Est-ce que c'est pas la preuve aussi de votre impuissance à affaiblir le Rassemblement national ? C'est certain que moi, je vais vous dire, je me suis engagée en politique, j'étais très jeune. Mon maire socialiste était en prison parce qu'il avait 18 chefs d'inculpation qui allaient de la corruption, du favoritisme, toute la collection de ce qu'il pouvait faire de pas bien comme maire. Il a été démis de ses fonctions de maire par le Conseil des ministres, c'était la première fois sous la Ve République. Et donc, quand vous avez un bassin minier avec la fermeture des mines de charbon, puis une réindustrialisation ratée, puis les affaires politico-judiciaires, vous arrivez, vous avez 25 ans, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est inaudible. La gauche a été décrédibilisée pour beaucoup de temps quand même dans ce département sur des trucs qui sont arrivés quand j'étais au lycée. C'est comme ça. Et là, le RN politique est parfois injuste, c'est comme ça. Prend des voix dans ces sénatoriales, notamment dans votre région, notamment sur votre territoire. Mais évidemment. D'ailleurs, vous voyez qu'on parle de Sébastien Chenu ou de Christopher Jurek, c'est tout l'arc de l'ancien bassin minier, ça fait 250 km de long. Donc c'est quand même même problème, même conséquence. Et Christopher Jurek, moi je le connais bien, on a à peu près le même âge, on est dans la même ville, il est premier adjoint, je suis dans l'opposition. Je ne doute pas de son combat politique, de pourquoi il fait ça. Quand on s'engage, c'est souvent pour des idées, c'est quand même un peu d'abnégation. Mais je vois bien ce qu'ils vont essayer de faire, comme il est jeune, qu'il a le profil du gendre idéal, ils vont vouloir en faire un des nouveaux visages du FN New Age dédiabolisé. Moi, je sais par qui il a été formé, quelles sont ses méthodes, quelles sont les pratiques locales, et je
voit bien qu'il ne les a jamais contestés, même quand c'était extrêmement violent au conseil municipal, où d'ailleurs il était le premier à remettre de l'huile sur le feu avec des propos que je ne répéterai pas sur ce plateau car ils sont offensants et diffamatoires, mais c'est arrivé énormément de fois. Donc je vois bien le jeu qui se joue, le RN veut faire sa stratégie de dédiabolisation. Ils disent pas on se dédiabolise, à chaque fois ils disent on fait une stratégie de dédiabolisation, donc c'est quand même assez clair sur l'objectif final, mais sur le côté un peu factice du truc, vous allez voir qu'il en sera le parfait emblème. On va parler de vos amis, puisque vous dites que vous n'attaquez pas vos amis. Alors la France, premier ou deuxième degré. La France insoumise. Vous allez nous dire si ce sont encore vos amis. Et surtout, je veux vous dire, je suis leur ami. Je le sais au fond d'eux qui nous aiment. Alors, on va voir parce qu'ils disent qu'ils reprochent au parti de la NUP, donc vous, entre autres, d'avoir fait perdre 10 sièges à la gauche en refusant les listes d'union sénatoriales. Est-ce que vous leur répondez? Très sincèrement, il faut arrêter de faire de la politique de la jérémiade sur Twitter où tous les soirs on se plaint et lui il a dit ça et lui il a fait ça. Et moi je vois mes collègues chefs de parti se répondre sur les réseaux sociaux à longueur de soirée. Moi je fais l'écologie, je travaille avec eux sur ce qu'ils veulent. Mais je ne rentrerai pas dans ces trucs-là. J'ai pas le temps, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas et ça n'intéresse pas les Français. Donc si vous voulez que je vous explique le détail de cette affaire... Mais ça décrédibilise la NUP? Mais moi je pense que la France insoumise aurait dû avoir un sénateur. Ils en auraient eu un. Qu'est-ce que vous voulez que ça... Enfin, ça n'aurait pas changé la face du monde, ça n'aurait pas été humiliant pour eux et je pense que ça ne sert à rien, et je le dis à tout le monde, d'humilier ses partenaires. C'est un truc que je vois trop souvent et on a l'impression que c'est la nouvelle manière de manager la politique dans ce pays. C'est pas les méthodes des écologistes. Nous avons été les seuls dans ces discussions sénatoriales à demander que la France insoumise ait un candidat éligible et je peux même vous le dire, c'était dans le Puy-de-Dôme, ça mettait pas tout le monde d'accord localement mais on l'aurait fait et on le souhaitait. Il se trouve que le Parti socialiste et le Parti communiste ont conclu un accord sans les écologistes, mode duopole, les anciens partis très ancrés, ils ont le droit de faire ça, ils ont plus d'assises que nous. Bon ben voilà, ils l'ont fait. Et puis après, quand on est revenu à la table des discussions, c'est des questions qui étaient déjà pliées. Donc on n'avait plus de prise. Je trouve ça dommage, c'est fait. Je ne vais pas passer Noël et Nouvel An à revenir sur le sujet. Très sincèrement, voilà, c'est dommage, vous avez mon avis sur la question, mais on ne peut pas se donner en spectacle comme ça toutes les semaines, et parce qu'en plus, ça nous amène à commenter les trucs des uns et des autres tout le temps, et franchement, c'est usant, quoi. Je préfère parler de Macron et de la planification. Et on peut parler des prochaines élections, les européennes. Toujours pas de d'union de la gauche en perspective, les pressions des insoumis n'ont aucune chance de vous faire changer d'avis? Mais vous voyez, exemple, c'est QFD, quand je parle des européennes, j'ai envie de vous parler d'Europe, pas de qui a dit quoi à qui sur quoi. Sauf qu'ils continuent à demander une liste d'union, les insoumis, vous les entendez. Moi, je fais ce que je veux. Et donc vous leur dites préparez votre liste, quoi. Mais je leur dis rien, je leur dis que je les aime et que je leur souhaite bon courage et que je travaille avec eux sur tout ce qu'ils veulent, mais qu'il se trouve que nous sommes dans un parti démocratique, que les militants, de manière très très large, 86%, après 6 mois de pression et de forcing, 86% des militants disent c'est la bonne stratégie, faisons-la. Et donc Marie Toussaint sera notre tête de liste. Elle a toute ma confiance parce que elle est vraiment super. Enfin, c'est elle qui a mis sur la table le sujet des écocides. Elle combat le vivant depuis un mandat au Parlement européen. Elle fait partie des gens qui ont organisé les marches climat. Et donc on va se battre pour une Europe forte, fédérale, écologique, sociale. C'est notre projet et on est là pour en convaincre les Français. Et une dernière question sur votre parti, Stéphane. Eh oui, l'avis du parti pour terminer. Vos militants ont approuvé le changement de nom du parti en juillet. Il faudra vous appeler les écologistes à partir du mois d'octobre, c'est bien ça? On lance un nouveau mouvement. C'est pas on prend Europe Écologie. C'est pas juste un changement de nom. On lance un nouveau mouvement. Ça fait 150 jours, j'étais venue en parler sur votre plateau, qu'on fait les états généraux de l'écologie. On a écouté massivement toutes celles et ceux qui avaient un truc à nous dire. Il y a eu plus de 30 000 personnes, dont 75% ne sont pas membres de notre parti politique ni d'aucun autre, qui sont venus nous expliquer « ça m'intéresse, moi je viens à cette condition, etc. » Donc on va appuyer sur le bouton « Reset », créer un nouveau mouvement qui s'appellera les écologistes. Vous allez voir, on est en train en ce moment dans des conférences citoyennes, parce qu'on a tiré des gens au sort pour y travailler avec nous, de faire le parti le plus inclusif possible, où chacun puisse trouver sa place, quel que soit ce qu'il cherche, parce qu'on ne s'engage plus en 2023 comme on s'engageait il y a 40 ans. Et donc, il y a des gens qui nous disent « moi je viens, c'est vraiment pour les formations où je trouve ça. Moi je veux faire les municipales dans ma ville, je suis citoyen, vous avez des mairies, aidez-moi. » On va faire en sorte que chacun trouve ce qu'il est venu chercher, que ça se passe bien, que ce soit émancipateur. Et très sincèrement, sur l'écologie, on l'a vu aujourd'hui, on a du travail, on a besoin d'être plus pour le mener. Vous appuyez sur le bouton Reset. Il y a beaucoup de monde qui est prêt à travailler avec nous. Quand? C'est dès la semaine prochaine, dès le 1er octobre? Quand est-ce que vous faites cette bascule? Alors la convention de refondation, de nouveau lancement du mouvement, est le 14 octobre à Pantin, à la Cité Fertile. Et donc si ça vous intéresse, vous allez sur lesécologistes.fr, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez rejoindre ce nouveau mouvement. Vous pouvez venir à la Cité Fertile assister à cette grande fête de l'écologie. Ça ne va pas être un endroit interne où on vote. On s'est engagé à changer. On va changer. Si vous voulez participer à cette transformation, vous êtes les bienvenus. Le reset, il vous concerne aussi, Marine Tondelier, ou vous garderez la tête? Vous voulez que je me dissole?
non, mais j'ai été élue. Vous garderez la tête de ce nouveau mouvement. J'ai fait campagne et j'ai été élue sur ce projet en décembre, il n'y a même pas un an. Donc vous serez la patronne des écologistes. On a été mandaté pour le mener, on le mène, et puis après, si les gens veulent que je parte, je partirai. S'ils veulent que je reste, je resterai. Mais c'est pas le projet. Mais en tout cas, il va y avoir beaucoup de changements dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup. Merci Marion Tondelier d'avoir été notre invitée. Stéphane, la une de Ouest France, l'école française face au fléau du harcèlement. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup. Merci on passe au Club des territoires.